Bienvenue dans l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain. Ici, on explore ce qui se passe après le master, parcours, métier, conseils et retour d'expérience d'anciens étudiants. Aujourd'hui, on reçoit Léo Balducci, diplômé du parcours IGF cette année, et aujourd'hui en stage en tant que M&A analyst chez Collaboration Capital. Bonjour Léo, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, merci à vous. Et pour commencer, Euh, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? moi, c'est Léo Balducci, j'ai 22 ans. Je suis en Master 2 en parcours ingénierie financière à l'Université de Montpellier. Et je viens tout juste de terminer mon stage de fin d'études en tant qu'analyste M&A, donc fusion-acquisition, chez Collaboration Capital à Marseille. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un peu part de mon parcours. On va un peu évoquer pas mal de choses. Et donc voilà. Donc en premier, voilà, on va faire un retour sur ton parcours. Donc j'ai vu que tu avais commencé par faire une licence d'éco-gestion à Grenoble, à l'UGA. Qu'est-ce qui t'a amené en premier lieu à choisir des études d'économie? Alors, la réponse, elle va peut-être un peu vous décevoir, hein, mais je savais pas vraiment quoi faire. J'avais fait un bac ES parce que j'avais des facilités, on va dire, sur l'économie, la gestion et cetera. Des grosses facilités, donc je me suis dit: «Bon, bah, je vais partir en parcours économie-gestion, je sais pas trop quoi faire et je verrai ce que ça donne». C'est avéré que, bah, ça s'est plutôt bien passé. J'ai plutôt apprécié, ça s'est plutôt bien passé et derrière, en troisième année, j'ai décidé de me spécialiser puisque nous, à Grenoble, on doit se spécialiser et j'ai choisi le parcours, économie appliquée, analyse de données, donc un Hmm. parcours un peu axé pour les profils un peu quantitatifs, pas mal informatique, donc on utilisait pas mal d'outils informatiques, appliqués à la finance. Il y a pas mal de profils qui débouchent derrière vers de la data analyse, Hmm. data scientist et cetera. Mais moi, c'était pas quelque chose, qui m'attirait plus que ça, malgré le fait que j'adorais l'informatique, appliquée à la finance. Puis, bah, de toute façon, on évoquera la suite, mais voilà ce qui s'est Oui, passé un c'était peu à un choix pas par défaut, mais tu t'es dit, bon, bah, ça j'élimine, je vais aller là, parce que ça, voilà. c'est un peu tout tracé. Je me dis, bon. C'est ça, il y a des Ok. gens qui ont des parcours déjà, réfléchis Hmm. depuis pas mal de temps. Moi, pour être tout à fait honnête, ça s'est fait, comme ça. Je me voyais pas aller dans le droit ni dans les mathématiques, mais j'aimais quand même les maths, donc je me suis dit: «Écoute, on va faire de l'économie, de la gestion, Hmm. on va voir déjà ce qui me plaît et puis on verra» et puis, bah, ça m'a plu. Donc j'ai continué, en finance. Oui, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de mathématiques en économie. C'était ça, enfin, tu arrives en licence d'économie-gestion et tu te rends compte qu'en fait, c'est le piège. Tu te dis: «Je vais éviter on va dire les maths, d'ingénierie et cetera» et finalement, Hmm, hmm. tu prends spé maths, maths approfondies, maths financières et tu te rends compte que, bah, c'est pour Ouais. ça qu'aujourd'hui, en plus, en finance, on est en concurrence avec, des profils d'école d'ingé, hein. Hmm. Donc heu, donc voilà. Tout à fait. Et du coup, tu as donc choisi le parcours IGF, donc tu as décidé de partir de Grenoble pour Montpellier. Est-ce que tu hésitais avec d'autres masters? Comment ça s'est fait? Donc pour être tout à fait honnête, j'avais pas mal d'acceptations de master, que ce soit sur Lyon, sur un master, pareil MBFA. J'avais des acceptations dans d'autres facs sur des masters, économétriques, Mhm. donc un peu des masters diversifiés. Un autre à l'IAE de Clermont en finance, un peu plus axé finance de marché. Pour être tout à fait honnête, moi, c'est la finance d'entreprise qui me plaisait le plus. Et je me suis dit que l'ingénierie financière, c'était le parfait compromis entre, on va dire, la finance d'entreprise, mais à la fois en étant sensible aux enjeux, on va dire, de la banque d'investissement, des introductions boursières, des levées de Mm. fonds, et cetera. Et le programme m'a plu, les cours m'ont plu. Les débouchés étaient pas très clairs parce que c'était un master qui avait été créé très récemment. Donc finalement, j'ai posé tapis un peu, hein. Ah Je me oui, suis parce dit: que «Écoute». quand tu es rentré, la promo n'était pas encore sortie, donc tu n'avais aucun recul dessus. Il n'y avait pas encore eu de promo qui était sortie. Ouais, c'est ça, une seule ou je crois qu'une seule promo était sortie, mais en fait, on n'avait pas de retour clair, sur, qui avait fait quoi, donc on va dire que la plupart, on a été motivés principalement par le programme et par Mhm. ce qui nous a été vendu, sur la plaquette, Mhm. pour être tout à fait honnête et je me suis dit: «Écoute, je vais à Montpellier, c'est une ville que j'avais envie de découvrir, qui plus est. Le programme a l'air cool, on va tenter, on va voir ce que ça donne et Mhm. puis voilà. Et ouais, t'avais pas un profil à aller en école de commerce? C'était pas quelque chose qui t'attirait?
En fait, justement, c'est Ah. moi, j'ai pris conscience de ce système d'école target, non target, tout ça, hein, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, ces profils-là sont peut-être plus avantagés que les nôtres en université, mis à Mmh part les mh. grosses parisiennes, Dauphine, Mmh. etc. J'ai pris connaissance de ça, mais seulement en M1. Oui, Donc, comme beaucoup de quand je gens, suis rentré en M1, comme voilà. beaucoup de gens. Et du coup, c'est ce qui a fait que, bah, en fait, je me suis retrouvé à me dire: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une césure, après je tente les AST et j'essaie de rentrer dans une école de co, un top 5 ou un top Mmh 10. mh. Est-ce que je fais mon master?» Voilà. Et puis après, je me suis dit: «Écoute, tu pas énormément de moyens financiers, tu es déjà rentré dans un master et cetera. On va dire sur le papier, j'ai la dalle, donc je me débrouillerai, quoi». Ouais, Et ça le donc fera. ça le fera quoi qu'il arrive, je me démarquerai d'une autre manière que par mon école et sa réputation, quoi. En fait, faut être tout à fait honnête, à l'heure actuelle, nous, à l'université de Montpellier, on ne fait pas du tout le poids face à des grosses universités parisiennes, donc Dauphine et cetera, ou même face à des grosses écoles de co, je vais te prendre le top 5, mais les SEC, les DEC, HEC, Mmh mh. EM Lyon et cetera. Donc i je me suis dit: «Il va falloir que je me démarque par mon profil, mais je tente le coup». Et puis, au niveau des moyens financiers, ça suivait pas forcément, donc Mmh je mh. me sentais pas de prendre un crédit et cetera, voilà. Mmh. Je comprends, oui, démarrer la vie endettée, c'est quand même pas forcément le meilleur choix à faire quand même. Ouais, j'avais pas forcément papa, maman derrière, donc je me suis dit: «Est-ce que je tente ce risque-là?» Voilà, Mmh mh. c'était un choix et j'ai fait ce choix-là, mais peut-être que si c'était à refaire, je referais peut-être différemment, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Et du coup, donc là, on va passer sur la partie, ton retour sur le master en lui-même. Est-ce qu'il y a Oui, quelque chose qui t'a marqué, globalement dans ce master? Dans ton parcours? ouais, dans mon parcours, ce qui m'a marqué principalement, c'est l'entraide. En fait, on était, donc déjà en petit comité, on était enfin, que ce soit en M1 ou en M2, on va dire, le parcours IGF, on n'a jamais été, un nombre, vraiment, très conséquent. Donc on est vite amené à parler ensemble, à échanger ensemble, travailler ensemble. Et donc ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'entraide. En fait, on tous ensemble, on était comme une petite famille. C'était Mmh. sympa parce que pour les projets, forcément, ça il y a plus de, on va dire, de gêne de se mettre avec des gens que tu connais pas puisqu'on se connaît tous un peu. Et vu qu'il y a principalement des projets de groupe, notamment de 2e année, bah, en fait, ce qui ressort, c'est l'entraide Mmh. et le fait de bosser ensemble, en fait, hein. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très agréable. L'ambiance quand même dans le master, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu penses que le master, si tu as un retour aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il t'a bien préparé, au marché du travail? Ma réponse, elle va être, un peu en 2 parties. On va dire, elle est mitigée. À la fois oui, à la fois non. Pourquoi oui? Parce que je pense qu'il y a vraiment des cours qui sont pertinents pour nous préparer au monde du travail. Je fais référence notamment par exemple, le cours finance d'entreprise, tu vois? Des outils, enfin, des méthodes de Mmh. valorisation, de l'analyse financière, de l'analyse de comptes consolidés de grands groupes et Mmh. cetera. Enfin, c'est des choses vraiment qui vont être utiles dans ton parcours professionnel si tu t'orientes vers de la finance d'entreprise. À contrario, il y a, on va dire, des matières que moi je trouve, au sein de notre parcours qui sont pas forcément, pas utiles, mais pertinentes, au vu des profils qu'on va sortir dans le parcours IGF. J'entends par ça, bah, par exemple, peut-être, les matières de calcul stochastique. Mmh. Tu vois? Où en fait, c'est bien d'avoir cette connaissance de ce qu'est un call, un put et cetera, mais faire tout ce qui va être, les étapes de démonstration et cetera, où en fait, tu fais à la fois en M1 et en M2. Mmh mh. Moi, j'ai trouvé ça peut-être un peu trop, conséquent et on aurait pu mettre peut-être ce volume horaire-là dans d'autres matières peut-être Mmh. plus pertinentes. Voilà ce que je dis, mais ça veut pas dire que ça nous prépare mal, mais juste que mon avis, il est plutôt mitigé. Quoi Mmh. qu'il, pour moi, hein, la meilleure des préparations au monde du travail, c'est la préparation que tu fais en dehors de l'école. Bien sûr. C'est vraiment, la préparation qui va le plus influer sur ce que tu vas réussir à avoir en stage, en emploi, sur tes propres compétences. Parce que l'école, c'est bien, mais si tu travailles pas chez toi, Bien encore plus en sûr. université, il y a pas de suivi, Mmh. bah, en fait, personne va travailler pour toi. Donc ouais, avis plutôt mitigé.
Mhm. mi-oui, Oui, mais mi-non. c'est ce qui ressort souvent, c'est qu'on a un tronc commun, trop commun. C'est-à-dire, Ouais, tu vois, en j'ai fait, les ARM que j'ai reçus, bah pareil, ils se plaignent un peu d'avoir des matières qui, bah, leur sont pas forcément, bah, elles sont pas forcément faites pour eux. Et je pense en particulier au CIF, tu vois, le parcours système oui, d'information, qui eux se tapent bah, de la finance d'entreprise. Ils vont pas, enfin, c'est utile. En fait, toutes ces matières, elles sont utiles pour tous parce que c'est bien d'avoir des connaissances sur tous les sujets, mais elles sont du coup trop approfondies pour certains parcours. c'est ça, en fait, la première année est beaucoup trop généraliste et elle est beaucoup trop commune à tous les parcours. Mhm. Et c'est ce qui fait que, en fait, derrière, je pense, ce qui engendre ce genre de retour, c'est que Ouais. les ARM peut-être s'attendent en M1 directement à traiter des thématiques vraiment propres à leur parcours, et ils se retrouvent peut-être à traiter des thématiques qui seront plus pertinentes pour un CIF. Mm. Donc voilà, ouais, c'est un peu ça le seul bémol. Mais l'un dans l'autre, c'est toujours bon pour la culture, juste que peut-être après, en fonction des profils, ça peut être plus ou moins pertinent. Mhm. Tout à fait. Et du coup, en parlant des matières, est-ce qu'il y a une matière que tu te dis aujourd'hui, j'aurais dû plus la travailler en M1? Quelque chose, je suis passé à côté. Hem, je suis pas passé à côté, Oui. mais celle que j'aurais vraiment plus aimé travailler et m'impliquer dedans c'est l'anglais. Ok. Pour être tout à fait honnête, c'est l'anglais. Parce que, on a très peu de volume horaire d'anglais, de manière générale, dans le master sur les 2 années et du coup, si tu ne travailles pas chez toi en amont, ce qui est demandé, ce qui va vite à faire étant donné que tu es amené à avoir un volume de matière énorme et bah, tu peux facilement, en fait, passer à côté de l'anglais et derrière, pour les entretiens, ça te pénalise. Parce qu'on Mhm. va te demander de switcher en anglais et toi derrière tu vas être moins à l'aise et ça peut te coûter ta place. Mhm. Et pareil, peut-être, est-ce que ça devrait être fait ou pas? Mais, faire un échange et cetera, ça aussi, enfin, ça dépend de chaque profil, mais quand je vois moi ce qui se fait un peu en M&A et cetera, la plupart ont tous fait des échanges, des Mhm. semestres dans des pays, anglophones, voire même à l'autre bout du monde. Ils sont tous leurs cours en anglais, donc c'est peut-être quelque chose à prendre Mhm. en compte, dans le sens où rajouter peut-être du volume horaire en anglais ou alors peut-être basculer une partie de certains cours en anglais, ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. Je suis d'accord, c'est que c'est devenu un peu un prérequis. Enfin, l'anglais aujourd'hui, c'est primordial, c'est un handicap si on maîtrise pas l'anglais, surtout en finance. Après, il y a toujours des métiers où on peut Oui, rester, c'est-à-dire si on fait bah, par exemple du M&A ou du PE, mais sur de l'ancrage territorial, là, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir de l'anglais, mais je bien pense sûr. aux traders qui veulent aller à Hong Kong ou quoi, va falloir être bon en anglais, quoi. Bah, ouais et oui, 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 non, mais c'est clair et donc je pense, que c'est quelque chose aussi qui peut-être faudrait être remonté pour peut-être voir s'il y a des axes d'amélioration dessus, Ouais, mais après l'anglais, c'est quelque chose, encore une fois, c'est personnel. Si tu veux développer ton anglais, il va falloir que tu travailles bien en sûr, plus de la fac, bien à sûr. côté. Si tu as de la chance de faire des voyages, c'est encore mieux parce que tu parles du Mm. coup le vrai anglais, pas l'anglais, on va dire, Mm, mm, mm. académique donc voilà. Ma dernière question sur cette thématique, donc du retour sur le master, si tu avais un conseil à donner à un étudiant M1 là, qui est rentré là en septembre, OK. pour en tirer le meilleur de la formation, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour tirer le meilleur de la formation, je dirais qu'il doit s'impliquer à fond dans les projets. Ça peut être un peu chiant et cetera, mais c'est super formateur, que ce soit dans la manipulation des outils, je parle d'Excel, je parle de Word, PowerPoint, je parle de tout ça. Que ce soit dans l'analyse, en fait, les projets, ils t'apprennent, pardon, à développer un point de vue, à défendre une idée, à faire remonter tes idées et à présenter à l'oral, en fait, tes résultats et Mhm, c'est quelque chose, en fait, que tu vas faire constamment en entreprise. Donc si tu n'apprends pas déjà à le faire, on va dire à l'école, tu pars avec un retard. Parce que savoir communiquer à l'oral, de manière claire et efficace, défendre un point de vue, structuré, où tu arrives à convaincre les personnes en face de toi, c'est pas facile. On mm, peut mm. croire que ça l'est, mais ça l'est pas du tout et c'est moi ça a même
j'ai pu avoir une fois un reproche de mon président qui me disait Léo, faut que tu sois plus concis, que tu arrives à communiquer de manière claire, efficace. Des fois, tu comptes pas. En fait, ce qui est dur, c'est de vulgariser quelque chose de compliqué de manière simple. Et aujourd'hui, c'est tout l'enjeu. Je dirais ça. Ok. Bah, c'est un bon conseil, je suis totalement d'accord. C'est un exercice où on n'est pas forcément habitué pour certains et du coup, faut pas le négliger, tout à Ouais, fait. J'avais aussi une question. Est-ce que tu avais le Verminem? Est-ce que tu l'as beaucoup travaillé? Est-ce que tu l'as encore aujourd'hui? Est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? alors, je l'ai beaucoup utilisé en M1. Enfin, certaines parties hein, du Verminen, j'ai pas tout fait, hein. Mais, Il est mais énorme. il est énorme, hein. Mais j'avais pas mal utilisé en M1 quelques fois. Mais c'est vrai qu'en M2, j'ai pas pu utiliser que ça. D'accord. Mais je pense que c'est vraiment la bible de toute personne qui veut un peu avoir vraiment l'essentiel pour se Mhm. préparer, que ce soit autant sur le plan académique que sur le plan professionnel pour des Mhm. entretiens. Ouais, tu penses que Voilà. c'est un peu le John Hull produit dérivé, mais pour la corpo, quoi. Et exactement. Je Ouais, pense ok. que Mhm. ça et quelques autres ouvrages sont vraiment la base de, de ce qu'il faudrait savoir. À savoir que eux rentrent quand même bien dans le détail. Oui. Si déjà tu arrives à apprendre les concepts clés, je pense qu'il n'y a pas de souci plus que ça. Après, Mhm. maintenant, il y a l'IA, il y a les choses, on arrive à naviguer, quoi. Il n'y a plus d'excuses pour apprendre. Voilà, c'est ça. Super. Donc, on va passer à la troisième partie, donc ta recherche de stage en M2. Euh, J'aimerais savoir comment tu as organisé ta recherche de stage. Est-ce que tu y es pris tôt? Est-ce que tu as agi par opportunité? Donc pour la recherche de stage de M2, déjà, il y a quelque chose qu'il faut que je souligne avant tout, hein, avant même de parler de la recherche en elle-même, c'est que moi, j'ai fait un stage en M1. Donc, c'est-à-dire pendant la période de 4 mois là, où en fait on est libéré à partir de mai, je crois. Mhm. C'est ça, fin avril. Ouais, voilà, fin avril, début mai, jusqu'à fin août, début septembre, avec un ami à moi de la promo qui est actuellement en césure d'ailleurs. Et donc en fait, on s'était dit, il nous manque de l'expérience sur le CV. Si on va l'année prochaine rechercher nos stages comme ça, on va passer vraiment pour des rigolos et on n'arrivera pas à avoir les stages qu'on veut parce que la concurrence est trop rude. Mhm. Et en plus de ça, on est dans une école non target. Donc, on s'est dit, on va trouver un stage, même si c'est pas un stage forcément très en phase avec ce qu'on cherche, etc. Mais c'est toujours ça de prix. Mhm. Donc moi, j'avais entrepris mes recherches et j'avais trouvé chez Air Liquide Mhm. à Grenoble, donc du coup sur l'un des plus gros sites de Air Liquide, sur une mission en fait où je devais développer un outil en interne pour suivre en fait les projets passés, actuels et futurs sur leurs différentes étapes et leur structuration. Donc, que ce soit les coûts, ce que ça génère, vraiment tous les décomposer, etc. Et après, derrière, faire des analyses avec Power BI, etc., ce genre d'outils. Et donc, ça, c'est vraiment important. Je le souligne, même si c'est pas vraiment direct en rapport avec ta question, parce qu'en fait, c'est ce qui va influer, du coup, toutes les réponses, moi, derrière, que j'ai eues dans ma recherche. Bien sûr, bien sûr. Euh, Je voulais l'aborder, mais du coup, tu l'as fait avant, mais tu as ouais, ouais, totalement ouais. raison. Totalement raison. Mais du coup, et derrière ma stratégie, une fois que j'ai eu ce stage et que j'ai réalisé ce stage, ma stratégie, elle s'est mise en place comment? On va dire que j'ai débuté plutôt tôt comparé à certains de ma promo. Mhm. J'ai dû commencer, enfin tôt, ça dépend ce qu'on appelle tôt, mais j'ai dû commencer, ouais, je pense tout début de l'été. Ah, c'est très tôt. Bon, ta recherche de M2, ton stage de M2, tu Ouais. as démarré à début de l'été. Pour moi, en tout En cas, de ce que fait, j'ai entendu, c'est très tôt. Même s'il y en a qui disent que c'est c'est déjà dans les déjà, clous, bah, quoi. par exemple, quand tu sais qu'un Big Four recrute entre 8 à 12 mois à l'avance pour Ouais. par exemple, ses stagiaires à janvier, là, tu te dis que finalement, peut-être que je me suis pas pris si tôt que ça, quoi. Mhm. Et donc, il y a ça aussi. Je sais pas si on peut dire ça tôt, mais moi, je me suis pris plutôt tôt. Au début, c'était principalement de l'opportunisme, c'est-à-dire que je voyais une offre qui me plaisait, je postulais, voilà, sans vraiment faire de suivi derrière, voilà. Puis après, quand on est arrivé en septembre, j'ai fait mon petit outil Excel sur lequel je suivais, on Mhm. va dire, toutes mes candidatures, je relançais, etc. Et ça a porté ses fruits, puisqu'en fait, derrière, j'ai eu plusieurs propositions.
une en corporate finance à L'Oréal à Paris. Mhm. Donc celle à collaboration capitale à Marseille en analyste M&A. Et j'en avais une à Marseille à Pernod Ricard. Voilà. Donc moi, j'ai principalement visé ou des gros groupes cotés ou des petites boutiques M&A. Mhm. Étant donné que bah, j'avais pas un profil qui me permettait d'aller viser du mid, voire du large cap. Mhm. Je suis honnête avec moi-même, hein, même si je n'ai pas hésité à postuler, mais voilà. Et j'ai préféré, on va dire, partir sur collaboration capitale. Pourquoi? Parce que je pense que c'était une occasion qui n'allait pas se reproduire souvent, étant donné que le M&A est un monde très particulier. Pour entrer dedans, c'est très très dur. Mhm. Qui plus est, comme je l'ai dit, à l'université de Montpellier, quand on a notre master là, et donc j'ai dit, c'est l'occasion de mettre une ligne sur mon CV, d'apprendre de personnes, on va dire, peut-être différentes qui ont des parcours différents de moi, mais qui peuvent m'apprendre. Et ça s'est super bien passé. En fait, c'est une petite boutique, hein, qui prend plein de profils, on va dire, plus atypiques, dans le sens où on peut avoir des gens qui ont fait des grosses écoles de co, par exemple à Bocconi, et d'autres qui peuvent venir d'universités comme moi. Mhm. Donc voilà. Pour le process, ça s'est passé plutôt rapidement. Il y a eu 2 entretiens plus un rendu à faire. Un premier entretien, on va dire, de fit. Mhm. Un second entretien, on va dire, un peu plus technique, Mhm. avec, on va dire, des questions financières, des questions un peu de logique, piège. Ok. Est-ce que tu pourrais Euh, en aborder un petit peu justement de cet entretien ouais. technique? L'entretien technique, alors, j'ai pas les souvenirs exacts, mais il me semble qu'on a abordé plusieurs points. Le premier était tout ce qui va être le sujet des dettes, des typologies de dettes dans le financement, donc la dette mezzanine, Mhm. qu'est-ce que c'est? Pareil, on m'a posé du coup la question dette obligataire, dette bancaire, dette, Mhm. bref, tout ça, dette unitranche. On m'a posé des questions sur les différentes méthodes de valo. Donc, qu'est-ce que j'utiliserais, pourquoi, comment? Donc, pourquoi tu utilises un DCF sur tel type de Mhm. structure? Ah, par exemple, parce qu'elle a des cash flows, on va dire, facilement prévisibles. Donc, on va dire qu'elle a une capacité à générer des cash flows visibles et clairs. Donc, le DCF est une méthode adaptée. Là où, par exemple, il y a certains cabinets, tu vois, j'avais fait des entretiens avec des cabinets d'M&A qui me disaient non, on ne fait pas de DCF. On Oui, ils estime que font c'est que pas multiples, représentatif du quoi. marché. Voilà, ils font que des multiples de transactions comparables Mhm. ou comparables boursiers, enfin, quand tu es sur des groupes cotés, mais moi, étant donné que je fais du small, c'est quasi jamais. Et eux, pour eux, voilà, la valeur d'une entreprise, c'était vraiment la valeur qui se fait par rapport Mhm. aux transactions comparables sur le marché. Et derrière, après, tu avais la valeur des actifs nets réévalués, etc., toutes les Mhm. méthodes comme ça, mais que honnêtement, moi, j'ai vu qu'à l'école. Ouais. J'ai pas utilisé dans le monde du travail, pour être tout à fait honnête. Et en plus, elle est super Mhm. chiante, la technique, donc tant mieux. Franchement, si je peux éviter de la faire, j'évite, quoi. Donc, on m'a posé ça. Et après, on est passé sur l'espèce de questions, on va dire, un peu plus pièges, les questions logiques. Mhm. Donc, on m'a posé la question, ça m'avait surpris, mais combien il y a de grains d'herbe sur un terrain de foot? De brins d'herbe, pardon, sur un terrain de foot. Voilà. Mais en fait, dans ce genre de questions, on ne cherche pas à savoir la réponse, Non. ils s'en foutent de la réponse. Il sert à savoir comment tu raisonnes. Ouais. Comment, Déjà, ils dans veulent un te temps, choquer. Ils veulent te choquer un peu de voilà, la question, voir comment tu réagis. et ils veulent savoir, Mhm. voilà, comment tu raisonnes, comment tu vas monter ton raisonnement. Donc moi, j'étais parti du fait que, bah, par exemple, dans 1 mètre carré, il y a tant de brins d'herbe. J'avais de la chance, j'étais arbitre à un moment au foot, donc je Ah. connaissais à peu près les dimensions d'un terrain. Je m'étais dit, OK, voilà, si j'ai tant par mètre carré, bah, globalement, sur tant de mètres carrés, voilà. Et il m'a dit, OK, j'aime bien ton raisonnement, Mhm. c'est structuré, etc. Il me l'avait dit au moment même de l'entretien. Moi, j'ai pas eu ça, mais j'avais un ami à moi qui avait eu aussi un type de question qui peut tomber souvent, c'est, tu sais, les balles de tennis. Donc, je crois que j'ai 9 balles de tennis et j'ai une balance de poids et j'ai 2 essais pour savoir quelle balle de tennis est la plus lourde. Ouais. Oui, les questions Euh, classiques, il y a celui de la corde aussi. voilà. J'ai des Ouais, heures, qui j'ai pas de brûle. montre, il faut qu'elle brûle. Ouais. Ouais. Ouais, Voilà, mais tout ce genre de questions. comme quoi ça tombe encore. Donc Oui, faut un peu après, les. attention, hein. Attention, ils vont pas t'en poser 50, hein, ils vont t'en poser une. Moi, j'ai eu le brin d'herbe là. Oui, c'est ça. Je sais.
Je sais pas si dans tous les entretiens ça se fait, hein. Je pense honnêtement que c'est peut-être plus pertinent de demander les méthodes de valo, les choses comme ça, plutôt que Mmh. de demander aux mecs, Bien les balles sûr, de tennis, hein. bien sûr. En plus, Après, surtout, je trouve ça un peu, pour être honnête, je trouve ça un peu hypocrite parce que c'est soit tu le connais, soit tu le connais pas. En vérité, on est très peu à avoir directement la logique de savoir. Et c'est plus, bah, tu les as appris ou pas, quoi. et bah, j'ai remarqué que ça se faisait beaucoup aussi en finance de marché. Peut-être un peu plus ciblé du coup sur eux, leur business à eux, mais ça se de ce que j'ai compris, ça se fait aussi pas mal, si par exemple j'augmente de ça de temps, quel impact sur ça? Enfin, tu vois, ce genre de choses, des petites questions pièges comme ça, mais ouais, à la preuve que ça se fait encore. Et puis après D'accord. du coup, T'as une étude de négligé. cas, Ok, donc tu as eu une une étude étude de de cas cas. ensuite? Ouais, mais en fait, c'était un ils m'ont laissé 2 jours pour, Mhm, rendre un espèce de dossier. Alors c'était pas un mémo, hein, parce qu'un mémo c'est big, mais, en fait, en gros, ils me mettaient dans le contexte un client, qui était spécialisé, je crois, dans l'outsource, qui souhaitait faire une acquisition et toi, tu devais lui proposer des cibles mhm, en prenant en compte un peu sa situation financière, quelle synergie potentielle et cetera. Voilà, et tu devais monter un mini dossier, mais en fait, ils souhaitaient juste, je pense, voir de quelle manière tu mettais en forme déjà tes arguments, mais c'était surtout la mise en forme qu'ils cherchaient à voir. Est-ce que mhm, tu étais quelque chose de propre? Parce qu'en M&A, en fait, le mhm. moindre bullet point décalé, c'est Ouais. une abomination, tu vois? Et c'est super important pour eux et aussi pour les stagiaires, parce que ça leur offre une espèce de rigueur que je pense qui derrière leur serviront toute leur carrière, quoi. Mhm, tout à Donc fait. voilà. Aujourd'hui, on est un peu dans une ère où on utilise énormément LinkedIn, tout le monde étale un peu sa vie, etc. Est-ce que tu penses qu'un bon profil LinkedIn, c'est important de prendre soin de son profil LinkedIn aujourd'hui? C'est primordial, oui. Je pense que c'est vraiment important dans le sens où, en tout cas, moi le premier, on me donne le nom de quelqu'un, je vais sur LinkedIn, je regarde la personne, c'est la première image que j'ai d'elle. Bien sûr. Donc, si la première image n'est pas bonne, tu pas toutes les chances de ton côté déjà. Et je pense que les recruteurs, ça l'est encore plus. Ils regardent ça. Est-ce que le profil est propre? La photo est propre? Donc une belle photo, fond uni, derrière, pour les hommes, c'est costume ou chemise, quelque chose de propre. Ils voient directement, tes expériences. Est-ce qu'elles sont bien mises en forme? Comment tu les décris? Donc, des choses de quantifiables, hein. On ne demande Mhm, pas de dire, «J'ai participé, à ça avec le dirigeant, avec le truc». Non, on te dit: «Voilà, tu as participé à quel type de projet, sur des montants de temps combien, quelle a été ta plus-value en fait, hein?» Ils regardent tes écoles et donc si tu mets pas à jour ton LinkedIn, si tu es pas actif, tu réseautes pas et cetera, bah, je pense que tu n'es pas compétitif vis-à-vis de ceux qui le font, quoi. ouais, tu prends du retard. C'est ça, après, je pense que le mec, qui sort de HEC, il a pas besoin de mettre à jour, enfin, tu pas besoin de même il met pas de photo, Oui. Bon, on il l'appelle ren quand même, on va il le chercher, quoi. ouais, voilà, il va postuler, il va passer Mhm, tous les screenings. mm, Mais pour les gens comme nous, qui vont du coup peut-être, plus être destinés à travailler dans un premier temps, hein, dans un premier stage en small cap dans une petite boutique, qui on va dire fait sur du régional ou du national ou même de l'international, mais vraiment, sur des petits montants, il faut laisser aucune chance ouais, de mauvaise image de ton profil, quoi. mhm. Voilà, donc ouais, super important LinkedIn, je pense. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui est aujourd'hui là, à l'heure où ils écouteront ce podcast, pour leur recherche de stage. Un conseil pour la recherche de stage, c'est, bah, déjà de s'y prendre le plus tôt possible parce que forcément, bah, tu passes à côté de moins d'opportunités que si tu t'y prends au dernier moment. De 2, il faut pas avoir ce sentiment d'imposteur qu'on peut facilement avoir en se disant: «Non, ça c'est pour, on peut dire, tu sais, les cracks, voilà, que les bruts qui sortent de telle ou telle école». Non, on postule au culot et puis peut-être qu'un jour ça passera. Bien mettre aussi, CV, lettre de motivation au format attendu. Bon, je pense que vous savez, mais pas de CV Canva. Parce qu'en fait, les CV vont passer dans un ATS, c'est un espèce d'algorithme automatisé qui va faire que tu vas être trié, en fait, déjà dans un premier temps par l'informatique. Donc déjà ça, voilà, CV format finance, avec, les expériences, l'éducation et cetera, de manière claire, pas de couleurs extravagantes, vraiment, faut qu'en 30 secondes, 1 minute, on ait pu Mhm. voir, ce que tu as fait, que ce soit sur le plan académique ou le plan pro. Les lettres de motivation, moi, je dis toujours bien personnalisées, même si dans les 3 quarts du temps, elles sont pas lues, malheureusement, hein. Dans Mais, le doute si elle est lue. moi, je dis que c'est bien de montrer que ou tu as compris l'activité, de l'entreprise pour laquelle tu postules ou que tu as fait l'effort de te renseigner sur des projets, qu'ils ont menés très récemment et de montrer aussi en quoi ton projet professionnel est cohérent avec l'offre. Mhm. C'est en fait, c'est banal, hein, ce que je dis, c'est vraiment on peut l'entendre de partout, mais des fois,
en faisant les process, on se rend compte que des fois, on passe à côté de certaines choses. Donc, ouais, c'est ces conseils-là que je pourrais lui donner et de se donner à fond, hein. Puisque si derrière, il ne fait pas d'études, c'est ce qui va driver ses ouvertures de portes en CDI. Mmh. Donc, c'est pas rien Mmh. et on a tendance à l'oublier. Donc, voilà. Tout à fait. Donc on en a terminé avec la partie recherche de stage. On va passer à la quatrième partie, donc ton métier aujourd'hui. C'est ton stage, mais on aura l'occasion d'en parler. Donc pour rappel, donc tu es M&A analyste interne. Est-ce que tu peux expliquer concrètement en quoi ça consiste le M&A? Le M&A, c'est donc les opérations de fusion, acquisition, cession, etc. En tant qu'analyste M&A, tu ne seras pas sur le point commercial, mis à part pour certains sujets. Tu vas être vraiment en tant qu'analyste, donc tu vas devoir montrer que, par exemple, monter un dossier où tu dis, voilà, les atouts de notre cible ou les atouts de cette cible, c'est ça, 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 ça. Sur le marché, il se positionne comme ça. Il y a telle synergie pour l'acquisition de cette personne par celle-là. Tu vas analyser ses comptes, tu vas donner ton. En fait, tu vas essayer de trouver tous les éléments qui peuvent compromettre ou favoriser le deal, que tu sois sur un mandat à l'achat ou à la vente. Mhm. Voilà, ton rôle va vraiment être de permettre la prise de décision éclairée. C'est pas toi qui vas prendre la décision. Mais toi, Mhm. tu vas permettre d'éclairer les décisions via tes notes, etc., ce que tu vas faire. Par exemple, hein, je prends un exemple typique, mais moi j'ai eu l'occasion de faire pas mal de valo. J'ai eu cette chance, qui n'est pas le cas de tous les stagiaires là où j'étais. Mhm. Et donc, en fait, tous les supports de valo que j'ai pu rendre ont servi plus ou moins de base de négociation entre l'acheteur et le vendeur. Où en fait, le vendeur, bah, son rôle, ça va être de prendre tous les arguments en faveur de son entreprise et de justifier un prix, par exemple, plus haut. Et l'acheteur, lui, va venir et va dire, écoute, moi, je vois ça, 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 il y a nécessité d'investir tant, Mhm. il y a ça, il y a ça, il y a ça qui est pas bon, enfin, qui nécessite d'être structuré. Voilà, moi, je pense qu'on peut descendre le prix à temps. Et en fait, ta valo va pas servir de, voilà, c'est pas, j'ai dit, ton entreprise valait 1,2 million, donc on va la vendre 1,2 million. C'est pas ça. Elle va servir vraiment de point de départ de Mhm. négociation. Et après, Mhm. c'est celui qui arrivera à convaincre l'autre qui va gagner on va dire l'échange. Et après, il y a tout l'aspect juridique aussi, qui, ça, est un aspect qu'on voit, je trouve qu'on voit pas trop, Ouais, qu'il faudrait, je suis mais d'accord. qui est super important sur le type de document, sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et c'est quelque chose on fera le lien avec quelque chose après, du coup, dans la suite de mon parcours, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'on approfondisse un peu plus le juridique, notamment pour les personnes qui vont faire du private equity, Mhm. du M&A. Ouais, après, je sais pas s'il y a d'autres, peut-être en TS, je sais pas, en restructuring, mais voilà, Mm. globalement, c'est ça que je faisais, Ok. des Et teasers, des premiers mots, des pitchs. ouais, du coup, une journée type, ça ressemble un peu à ça, quoi. Tu rédiges des dossiers, Une journée type. Alors moi, c'était spécial aussi parce que du coup, j'étais aussi sur les financements structurés. Donc, j'avais des clients, enfin, je participais aussi sur des sujets, pas uniquement à l'achat ou à la vente. Enfin, il y avait des augmentations de capital. Donc, voilà, j'avais aussi on accompagnait certains clients au financement, tout type de financement, hein, equity, dette, mixte, etc. Donc, autant je pouvais aller pour une boîte dans le secteur de la défense, aller chercher de la dette obligataire parce que Mhm. au niveau bancaire, ça passait pas. Donc, les fonds de dette peut-être sont plus aptes à prendre du risque, moyennant une plus grosse rémunération. Je pouvais aller chercher des fonds d'equity sur un territoire particulier. Mais oui, en tant qu'analyste M&A, on va dire tes missions, globalement, c'est tu fais des teasers, tu fais des pitchs, tu fais des infos mémos, tu fais des valos, tu fais de la recherche, de la veille. C'est-à-dire, par exemple, on va te dire, tac, on a tel marché, on a un client qui se positionne à l'acquisition sur ce marché-là, il faut lui sourcer des Mhm. cibles et prendre contact avec elles pour voir s'il y a un intérêt pour une vente. Enfin bref, Mhm. en fait, ça demande un peu des compétences pluridisciplinaires qui, je pense, peuvent servir dans plein d'autres métiers, mais qui sont dans le nôtre vraiment très exigeantes. J'avais une question. Est-ce qu'il y a des idées reçues sur les M&A que tu aimerais déconstruire aujourd'hui? Moi, j'avais de la chance, je finissais pas très tard, voilà, à 19h. Mhm. Ça va, on n'est pas sur. Faut pas s'attendre à finir à 16h30 Ouais. en M&A. Faut bien se mettre en tête que quand tu fais du M&A, bah, en fait, on va pas te marcher dessus, mais
Voilà, globalement, t'es là pour envoyer et puis si tu es bon, voilà, on commencera à te respecter. Mais Ah, faut faire ses preuves. voilà, enfin, faut montrer que enfin, vu que c'est très compétitif, il faut pas que tu arrives en pensant qu'on va tout te servir sur un plateau. On va t'aider, parce que tu es quand même stagiaire, donc tu n'es pas censé tout savoir, tu vas apprendre aux côtés de certains plus expérimentés. Mais par contre, moi, mon président, il me disait très bien, hein, je te répète les choses une fois, tu prends ton cahier avec toi, tu notes, mais par contre, je te les répéterai pas 3, tu vois? Ça, c'est mot pour mot, on te parle comme Mmh. ça. Mais je pense que c'est super formateur parce que, ça t'évite d'être mal vu et en plus, on te le dira pas. Mon président disait toujours, «La personne qui elle va te répéter, hein, la personne si tu redemandes 3 fois. Mais par contre, après, derrière, elle va parler sur toi, Mmh. et on aura une image de toi qui est pas forcément bonne». Donc, mais par contre, l'image un peu qu'on a du MNE, en tout cas, moi, que j'en avais au départ. Elle fait un peu rêver, on voit souvent le salaire, voilà, mais il faut bien prendre en compte qu'il y a un volume horaire fort, Mmh. enfin, pas une pression, mais on te demande on peut te demander au dernier moment des trucs pour demain matin, donc tu vas rester plus tard, voilà, enfin, c'est plein de trucs comme ça où il Mmh. faut pas avoir peur d'y aller et pas avoir peur de faire des erreurs, mais tout en étant correct et propre sur ton travail. Le moindre petit détail est important. Ouais, Sur une présentation, tout à fait. voilà, tu fais un PowerPoint, il y a pas de faute d'orthographe, il y a pas de trucs décalés, Bah, faut une vraie il y a rigueur. voilà, c'est ça. En fait, les missions vont pas être compliquées. Honnêtement, je pense qu'un L3, il pourrait les faire, en vrai, tu vois? Pour être tout à fait honnête, si tu lui apprends bien. Ouais. Mais, en fait, c'est cette rigueur-là qui fait que, ça va peut-être faire la différence entre un L3 et un M2. C'est que le L3, il va Mmh. pas faire peut-être attention à certains trucs, là Mmh. où le M2 va devoir faire attention parce que lui, il est censé, y faire attention, tu vois? Tout à fait. Donc, tu à la fin de ton master, tu seras diplômé à la fin de l'été. Mmh mh. Est-ce que tu ressens encore le besoin de continuer à te former, que ce soit en refaisant un master, un doctorat, ou bien passer des certifications? Donc, là, à la rentrée, je reprends un master, D'accord. hem, à Lyon 2. Donc Ok. j'ai pas souhaité, partir en école de commerce. Mhm. Peut-être encore une année encore après, mais pour l'instant, c'est pas le but. Donc là, ça ferait un deuxième master. En gros, j'intègre directement un M2, hein, je refais pas d'M1, Oui, sur un master, à Lyon 2 en évaluation et transmission d'entreprise, donc vachement plus axé, oui. Un master spé, en sur, quelque sorte. mmh, oui, Où tu voilà, te on va dire spécialises, ça, ouais. mais bah, en fait, c'est un MBFA, hein, de base, hein, mais Mhm. c'est un parcours évaluation et transmission d'entreprise et on va dire qu'il y a un peu plus de bouteilles, donc je pense qu'il y aura des débouchés, on va dire, qui vont m'aider un peu plus à aller dans le secteur du M&A de manière précise Mhm. et d'approfondir certains aspects dans ma formation, notamment sur l'aspect juridique, sur l'aspect de la transmission, sur plein d'aspects comme ça qui me seront, que bénéfiques, pour mon futur dans le deal, en fait, de manière générale, parce qu'on Mhm. parle de M&A, mais le M&A, c'est enfin, dans le milieu du deal, il y a plein d'intervenants Mhm. et Ok. concernant aussi les certifications, ouais, en fait, je compte me former en continu, hein, tout au long de ma Mhm. carrière parce que la finance, c'est un métier enfin, c'est un secteur qui évolue, pardon, que ce soit autant en finance d'entreprise, en finance de marché et dans tous les métiers. Si tu te formes pas, bah, je pense que tu es pas dans le train, quoi Mhm. et derrière, bah, en fait, je pense que ça bride tes évolutions potentielles. Mhm. On va terminer, on va faire la Ouais, cinquième ouais. partie. Euh, Quelles sont les compétences qui sont aujourd'hui des prérequis pour bosser dans les M&A? Des prérequis, je dirais des compétences relationnelles dans un premier temps. Faut savoir communiquer, enfin jongler entre tous les interlocuteurs, donc que ce soit un dirigeant, que ce soit ton président, ton partenaire, un analyste et cetera, pour arriver en fait à communiquer avec chacun de manière claire, exprimer tes attentes envers eux et comprendre celles qu'ils ont envers toi en fait. En fait, c'est vraiment les aptitudes, on va dire relationnelles, elles sont vraiment sous-estimées, mais c'est très, très important. La manière Mhm. dont tu communiques avec les gens avec qui tu travailles vont influencer le résultat que tu vas fournir, dans tes livrables. Pareil avec les dirigeants, si tu exprimes pas tes besoins, enfin, par exemple, quand tu as besoin de quelque chose auprès d'un dirigeant ou alors tu as besoin de lui faire sortir des éléments pour, derrière toi faire ton analyse, des fois c'est compliqué à lui faire sortir les infos, mais il faut que tu arrives à trouver un moyen de lui dire les choses pour qu'il comprenne ce que tu attends de lui et que lui te donne, ce que tu attends. Mhm.
Et donc ça, c'est super important, je dirais, ouais, les compétences relationnelles, les compétences techniques, un minimum, les méthodes de valo, l'analyse financière, comprendre le lien entre les états financiers, Excel. Enfin, Mhm, quand je dis Excel, ça comprend aussi Google Sheet et tout, hein, mais que ce soit Excel ou Google Sheet. Word, PowerPoint, important aussi. Je pense que c'est déjà pas mal. Et peut-être les logiciels financiers aussi un peu. Mais à la limite, ça s'apprend. mhm, Après, je dirais quoi? Les compétences essentielles? Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Et après, ouais, de la rigueur et de l'envie, mhm. principalement. Faut aimer le travail bien fait et ne pas avoir peur de travailler, on va dire, pas sous pression, mais avec des deadlines peut-être un peu plus serrés que dans certains autres postes, je Mhm. pense. Donc Léo, si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à un étudiant en M1 et GF, ce serait lequel? Je lui donnerai plusieurs conseils déjà, pas qu'un. Le premier, c'est, je dirais, construire vraiment une base technique solide à travers les cours, mais pas que. Se renseigner, apprendre de son côté, essayer, curieux dans son apprentissage. Le second conseil que je pourrais lui donner, c'est essayer d'engranger le plus d'expériences possible très tôt. Des expériences concrètes, hein, financières, Mhm, le plus vite très tôt. Et encore plus s'il a des contacts ou du réseau dans le milieu qui pourrait lui permettre d'intégrer petit à petit on va dire, des structures avec des postes financiers. Je dirais également développer son réseau. Plus tôt il va développer son réseau, plus vite et mieux il va pouvoir mobiliser ce réseau pour son stage de fin d'études, pour ses expériences pro plus tard, donc via LinkedIn comme on en a parlé pendant l'interview, etc. Travailler les soft skills, c'est souvent négligé, mais ouais, travailler les soft skills et être stratégique un peu dans ses choix de carrière. C'est-à-dire que ne pas forcément regarder le pécunier ou autre, mais regarder vraiment ce qui va lui permettre de lui ouvrir des portes et de faire ce qu'il aime surtout. Je mhm. pense que c'est voilà, c'est les principaux conseils que je peux lui donner à cet étudiant. Super, parfait. Ok, parfait. Si tu avais un mot de la fin pour conclure. Bah, je dirais bonne route à tous parce que la route est longue. C'est pas une course, c'est un marathon. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bah écoute, merci, merci Léo, merci pour ton temps. Et puis bonne continuation et à bientôt. Merci à toi aussi. Je t'en prie. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire vos retours, comment je pourrais améliorer le podcast, les questions que vous aimeriez entendre ou encore les sujets qui ne sont pas encore abordés. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, c'était l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain.